y a un roman que Michel Jean y a écrit, voilà déjà presque 9 ans, qui s'appelle Le vent en parle encore, qui va nous aider à comprendre la situation des peuples autochtones au début du XXe siècle. Alors, j'ai appelé le résumé le langage symbolique de la bestialité dans Le vent en parle encore de Michel Jean. Le titre de ce roman, Le vent en parle encore, utilise une personnification qui met l'emphase sur l'importance des éléments naturels et la connotation du langage, conférant un sens nouveau au son du vent et à l'idée de transmettre un message. En lisant les 33 chapitres et la postface, on vient à dégager un sentiment d'indignation contre l'injustice, je copie la citation, une vie d'humiliation, une idée de révolte contre la barbarie inhumaine et la colonisation planifiée par le Canada, une reconstruction des faits sur un génocide organisé contre la population Innu au Québec. Ce résumé montre l'importance des champs sémantiques contenus dans les sous-titres du roman, ainsi que les places, il y en a 4, où se produit le choc des deux cultures et visions opposées du monde. Les sujets sur l'avilissement des enfants et l'abus par les autorités religieuses et éducatives aident à conférer une charge symbolique à l'histoire de la violence infligée aux pensionnaires autochtones que nous voulons explorer et comprendre. La première place, c'est le pensionnat francophone et catholique de Fort George, B. James, de 1936 à 1937. Le Fort George se trouve à 1000 km de leur tente et réserve. Il était un des 10 pensionnats que le Québec avait créés, je cite, pour protéger les enfants, selon les directives du gouvernement fédéral. En réalité, les gouvernements en alliance avec des pères oblats et des sœurs religieuses s'en servaient pour blanchir et assimiler les jeunes étudiants innus venant des Mash-Tuwash, la réserve Pointe-Bleue, en les coupant de leur culture et famille. Un coup d'œil rapide au titre de chacun des 13 chapitres du pensionnat Fort George souligne l'association que le narrateur et les personnages font avec un endroit éloigné du foyer familial. Les enfants se sentent en danger permanent. Alors, le chapitre, vous allez voir les numéros, le premier, il s'appelle La fuite. Le deuxième, sur cette même place, il s'appelle L'exil. L'éloignement physique de leur réserve et de leur territoire provoque chez les enfants une sensation de mal vivre, une perte constante et une intense nostalgie. Ils ne supportent pas les comportements féroces et inhumains, les débauches sexuelles et immorales des autorités éducatives, en somme, l'abus des pouvoirs des Blancs. Le chapitre 12 parle de punition. Thomas, c'est un des personnages enfants, se sent menacé par le regard du père Johnson, qu'il appelle la bête, qui va abuser sexuellement de lui. Le narrateur le présente, je cite, « On dirait une couleuvre fixant la proie qu'elle s'apprête à dévorer. » Fin de la citation. Un autre chapitre, il s'appelle « Les loups ». Marie, une des adolescentes de 14 ans, a été témoin de l'assaut sexuel d'une étudiante et elle a peur que ça lui arrive à elle. Je cite, « Les images des hommes penchés sur le lit comme des bêtes de proie la hantent. » Fin de la citation. Un autre chapitre, c'est le rat dans le noir. Le 16, le 18, c'est la maladie. Le père Johnson, appelé rouge par la couleur de ses cheveux,
a cassé les bras de Jeanne en arrivant au pensionnat et suite au viol, elle tombe enceinte. Il l'intimide. Je cite, pas un mot. Si tu parles, je te casse l'autre bras. Fin de la citation. Quand il a su qu'elle était enceinte, il l'a frappée en la traitant de salope. Il la pousse à se faire avorter. Le narrateur dit, je cite, Jeanne éprouve un sentiment de honte, fin de la citation, après que la religieuse qui l'a accompagnée à la clinique l'insulte. Cite, espèce de dévergondé, dépenser cet argent à cause de tes péchés est honteux. Fin de la citation. D'autres chapitres sur cette même place, c'est le 20, le long frisson, 22, la confession, 24, Noël, 26, la main sur l'épaule, 28, le printemps, 30, le goût du sang. La tuberculose cause la mort des enfants et Virginie a hâte de rentrer chez elle pour Noël. Les prêtres rouges l'attaquent, je cite, comme une bête sur le point de fondre sur sa proie. Fin de la citation. Elle se défend et contre-attaque, mais tombe à terre après un coup au ventre. Thomas, son ami, vient à son secours, la protège et combat contre la bête, mais Virginie se lance à l'extérieur en brisant la fenêtre. Et le dernier chapitre de cette partie-là, c'est le 33 qui s'appelle « Deux petites pierres ». De là, nous passons à un autre endroit qui c'est Montréal. La métropole où échouent pas mal de victimes de pensionnats après avoir abandonné la réserve. L'avocate Audrey Duval prend la cause du recours collectif que le gouvernement canadien avait prévu pour indemniser les autochtones à partir du 1er avril 1991. Elle se donne la tâche de faire justice en trouvant d'anciens élèves qui n'avaient pas eu accès à un dédommagement. En même temps, elle va dévoiler les crimes sexuels commis, les suicides de Jeanne, une jeune fille qui tombe enceinte après l'assaut sexuel d'un prêtre, ainsi que les disparitions de 3 jeunes, Thomas Volin, Virginie Siméon et Marie Necton. Ces 4 chapitres englobent la recherche judiciaire du roman. Le premier, il s'appelle L'avocate et le nacote. Le deuxième, Cadavre. Le 5e, 3 noms. Le 32e, L'homme oublié. De là, en passant à une autre place, que c'est Mashtiwash, 1936, c'est le village où se trouve la réserve des familles nues de Virginie Siméon et Marie Nepton, adolescentes de 14 ans qui s'adonnent aux activités de la petite chasse. Mais, je cite, des représentants du gouvernement, accompagnés des policiers, fin de la cite, arrachent les enfants à leurs parents en les menaçant de les forcer si les familles n'obéissent pas et ne se soumettent pas aux directives. Au XVe siècle, les conquistadores européens se sont imposés par la force dans le Nouveau Monde. Au XXe siècle, les autorités canadiennes utilisent les offenses verbales en donnant l'excuse de faire l'éducation des sauvages pour les transformer en êtres civilisés. L'objectif était que les jeunes de 6 à 16 ans renoncent à leur identité unie. Pour y arriver, les adultes blancs, qui étaient supposés les protéger, allaient leur défendre de parler leur langue entre eux et les obligeraient à oublier leur nom, à devenir des numéros, à changer leur habillement, leurs croyances et leurs valeurs afin de les intégrer à la société moderne, catholique et française du Québec. Une phrase de l'écrivain nu exprime bien ces propos. Je les cite. « Quand les 53 enfants sont descendus de l'avion, chacun a perdu son nom, son foyer et déjà une part de sa dignité. »
Fin de la citation. Ces 3 chapitres descriptifs racontent les changements drastiques que les filles vont subir en s'éloignant de leur foyer de protection familiale. Le chapitre 2, il s'appelle « Deux amies ». Les filles Marie et Virginie ont appris à travailler en famille et en communauté en exprimant les liens de réciprocité et de respect et en adoptant la vision intergénérationnelle et écologique des parents et grands-parents sur le territoire et l'attachement entre les êtres humains. De son côté, le jeune Thomas suivait l'enseignement de son grand-père pour apprivoiser la nature et les animaux grâce à la pêche et à la chasse qui servait à les alimenter. Les autres chapitres sont le 6, le vol, 10, atterrissage. Finalement, la 4e région où se passe l'action, c'est Basse-Côte nord du Québec, Pacoachipi et Saint-Augustin. Sont des villages de pêcheurs, des chasseurs et des trappeurs. Marie Neptune est devenue alcoolique et elle s'est isolée du reste du monde en allant se cacher pour oublier les tragédies qu'elle a vécues au pensionnat. Elle n'a pas supporté le régime dictatorial de l'école et a renoncé à adopter l'identité d'une blanche après avoir été la cible de ses vices. La professeure lui a mis une lame de rasoir dans la langue et l'a isolée du reste de la classe. La jeune Marie humiliée, consciente de la dépossession de son être, est aussi témoin horrifié des punitions chez les autres enfants et de l'assaut sexuel de 3 curés sur une fille. Les filles sont durement frappées pour parler nues. Les enfants reçoivent des insultes à répétition pour se comporter comme des sauvages. Marie ne supporte pas les loups qui violentent ses victimes, les laissant, je cite, les visages rougis, les bras et les jambes griffés, les yeux tuméfiés, les âmes percées. Fin de la citation. Dans ces 13 chapitres, l'avocate va convaincre Marie, qui est traumatisée par des éducateurs agressifs et une religieuse violente, de lui raconter l'enfer qu'elle a supporté à Fort-Georges. Marie comprend finalement qu'elle a le droit de dénoncer les abus, de verbaliser sa peine, de vivre le deuil dû à la mort de sa meilleure amie Virginie, de rencontrer Thomas et de recevoir une compensation financière de l'État. Les chapitres sont le 7, la réserve, 9, la bière légère, 11, hésitation, 13, le sable, 15, la vieille, 17, le veille, 19, un collier, 21, Jeanne, 23, l'obsession, 25, déjeuner, 27, l'espoir, 29, les yeux clos et le 31, disparu. Il y a des professionnels qui ont une responsabilité éthique face aux atrocités inhumaines, comme l'avocate Audrey Duval dans le roman, et des scientifiques dans la vie réelle, comme le docteur P.H. Bryce, qui en 1922 avait dénoncé ces crimes nationaux qu'était le régime d'assimilation du Canada. Pour cette dénonciation, le gouvernement fédéral le démettra de ses fonctions. Comme conclusion, ce roman, Le vent en parle encore, nous aide à imaginer comment les politiques racistes du Canada et du Québec ont méprisé et maltraité les populations autochtones, leur culture, leur langue, leurs traditions, leur expérience et leur spiritualité. Michel Jean sait comment interroger le rôle de l'État dans l'éducation. Une histoire perverse avec un agenda colonial qui a voulu taire les justes revendications humaines en entiaçant les droits et libertés des peuples originaires
pour vivre en contact avec la terre et les êtres qui l'habitent. L'œuvre littéraire révèle les failles d'un système éducatif pensé en fonction de la colonisation occidentale qui a fait fi de la capacité des savoirs et des pratiques des enfants innus à se développer avec de la joie. Merci beaucoup.